Bah écoute, ça y est, on y est. J'enregistre avec Juliette Nouel. Donc, on va parler d'adaptation et de maladaptation au réchauffement et au changement climatique. Tout d'abord, bienvenue dans The Big Shift. Merci beaucoup. Donc, je suis Xavier Seux. On est là pour comprendre les grands enjeux de la transition écologique. Dans les derniers rapports du GIEC, la question de l'adaptation au changement climatique prend de plus en plus d'importance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les modifications durables du climat sont apparues avec des conséquences qu'on sait maintenant irréversibles à plus ou moins long terme, et que dans une certaine mesure, on doit apprendre à vivre avec plutôt qu'à essayer à les réduire pour certaines pour lesquelles c'est plus possible. Voilà, donc Juliette, toi tu as créé les ateliers de l'adaptation au changement climatique et du coup, à ce titre, tu es là avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui. Alors bonjour déjà, qu'est-ce que je peux dire ? Le métier que j'ai le plus exercé et qui me correspond le plus profondément, c'est certainement celui de journaliste, même si aujourd'hui je ne le fais quasiment plus, sauf en animant quelques tables rondes, mais voilà, les tables rondes que j'anime, c'est uniquement sur le climat, et maintenant en plus ça devient de plus en plus sélectif, puisqu'il faut que ce soit sur l'adaptation au changement climatique. Voilà, sinon, effectivement, j'ai créé assez récemment les ateliers de l'adaptation au changement climatique dans la grande mouvance tout autour de l'écosystème de la fresque du climat, puisque ces ateliers sont inspirés de la pédagogie de la fresque du climat. Ils sont basés sur la science et sur l'intelligence collective, et maintenant, ça m'occupe quasiment à plein temps. Okay. Ils sont basés sur un peu le même type de concept que la fresque du climat ou pas du tout ? Alors, puisque ce sont des ateliers collectifs. Oui, alors ils sont basés sur la science, ils sont basés essentiellement sur le rapport du groupe de travail numéro 2 du GIEC. Ouais. Et l'intelligence collective, elle est sollicitée en permanence, pas exactement de la même façon que dans la fresque du climat, mais voilà, c'est vraiment un fil conducteur. Et par exemple, dans la fresque du climat, on pose les cartes sur une feuille et on dessine des flèches. Dans mon atelier, il n'y a pas de flèches, il n'y a pas de feuilles. En revanche, on crée des cartes. Ok. Écoute, plongeons directement dans le sujet d'aujourd'hui. L'adaptation versus l'atténuation ou la réduction, la limitation. Dans le cas de la maladaptation et de l'adaptation, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que la différence entre réduire et s'adapter aujourd'hui ? Oui, alors effectivement, c'est la première question qu'il faut se poser, puisque je constate, mais je ne suis pas la seule à le faire, puisque les enquêtes de l'ADEME, que l'ADEME fait depuis 23 ans, font exactement le même constat. Il y a une très, très large confusion dans l'opinion publique entre atténuation et adaptation. Et ça, c'est pas la faute de l'opinion publique et des gens, c'est simplement que ces mots ne renvoient pas, en langage climatique, ils ne renvoient pas du tout à des acceptions intuitives et faciles à comprendre pour tout le monde. D'abord, quand on dit atténuation, l'atténuation, ça veut dire réduire les émissions. Donc là, même ça, c'est pas simple. On devrait dire réduire les émissions. Oui. Atténuation, effectivement, en réduisant les émissions, on va atténuer le changement climatique. Mais notre but, c'est quand même de le stopper. Donc ça aurait été plus simple de dire réduction. Voilà pour l'atténuation. Mais voilà, comme tout le monde parle d'atténuation, c'est difficile maintenant de changer de vocabulaire. Quant à l'adaptation, pour la très grande majorité des gens, s'adapter au changement climatique, ça veut tout simplement dire se mettre enfin à réduire ses émissions. Voilà. Donc c'est une espèce de version fataliste de l'atténuation qui ne correspond pas du tout à l'acception scientifique et dans le langage climatique international. Donc, en fait, j'en viens à qu'est-ce que ça veut dire s'adapter au changement climatique ? C'est tout simplement préparer la résilience, qui est pendant et après le choc. Comment est-ce qu'on va rebondir ? Et si je compare à l'atténuation, il y a au moins 3 points sur lesquels c'est totalement différent. L'atténuation, elle doit être globale pour qu'elle soit effective, alors que l'adaptation, elle est locale.
L'atténuation, elle est sur une échelle de temps beaucoup plus longue parce que quand bien même on parviendrait à réduire toutes nos émissions de façon drastique, immédiate et dans tous les secteurs, on n'aurait hélas pas d'effet immédiatement. Ça prendrait au moins 20 ans, voire 30. Donc, dans l'échelle de temps n'est pas du tout la même, alors que l'adaptation, on peut avoir des effets immédiats, disons à court et moyen terme, et ça c'est quand même une très bonne nouvelle. Et donc l'échelle géographique, je l'ai déjà dit, et surtout la principale différence, c'est que l'atténuation a pour objet de réduire les causes du changement climatique, à savoir les émissions de gaz à effet de serre, alors que l'adaptation a pour objet de réduire ses conséquences, à savoir les impacts. Donc ça, c'est très très important. Après, on peut rentrer un petit peu plus profondément dans la différence et voir que tout ça, c'est pour réduire le risque climatique. Ça, c'est le GIEC qui le dit. Atténuation et adaptation sont deux façons de réduire le risque climatique. Et l'atténuation, dans les composantes du risque, elle va réduire l'aléa, alors que l'adaptation, dans les composantes du risque, elle va réduire les deux autres composantes, que sont l'exposition et la vulnérabilité. Mais là, je deviens un peu technique. Ouais, alors on va revenir un peu sur le terme de vulnérabilité un peu plus tard, parce qu'effectivement, je l'ai pas mal vu revenir dans mes recherches pour préparer cet épisode. Quand on parle effectivement atténuation, adaptation, mais atténuation, bon, apparemment c'est le mauvais mot, je ne le savais pas, mais effectivement réduction, adaptation, disons, oui. Effectivement, c'était un sujet qui était presque tabou jusqu'à il y a assez peu de temps. On l'a utilisé. Alors, il a commencé à être utilisé au niveau scientifique dans les années 90, mais c'est beaucoup plus récemment qu'il est utilisé d'une façon grand public, parce que, notamment avec les accords de Paris, quand on dit il faut s'engager pour limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5 degré, on a presque l'impression que ça vient en contradiction, ces deux notions-là, et que si on se dit ok, il faut faire de l'adaptation, c'est quasiment un aveu d'échec sur cette réduction. Et du coup, on avait beaucoup de mal à les mettre les deux ensemble. Comment est-ce qu'on peut faire un peu le mix entre ce qu'on doit réussir à réduire et ce sur quoi il faut s'adapter? Comment est-ce qu'on arrive à savoir où est la limite du déjà franchissable et point de non-retour pour des événements des événements climatiques qui sont déjà présents et qui sont irréversibles? Bon, j'aime pas tellement l'idée de point de non-retour, parce que, certes, il y en a, mais bon, commencer à parler de ça, c'est assez terrible. Je reviens sur le fait que, effectivement, l'adaptation, c'est beaucoup de gens disent c'est le sujet tabou. On n'a pas voulu en parler parce que, en parlant d'adaptation, on signifiait l'échec des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ouais. Or, de fait, bien qu'on ne fasse que parler d'atténuation, on n'a pas réussi au niveau global, qui est le seul valable, à réduire les émissions, hors épisode exceptionnel type Covid. Donc, comme on n'a pas réussi, les impacts du changement climatique deviennent de plus en plus intenses, ils se généralisent, et donc on est de fait obligé de commencer à parler d'adaptation dans le sens réduire les impacts, pas dans le sens il va falloir se mettre enfin à réduire les émissions. Et voilà, donc parce qu'on ne fait rien ou pas assez sur la réduction, l'adaptation commence à sortir un peu de son cocon de tabou, si je puis dire. Mais voilà, elle a d'autant plus de mal à en sortir. Et là, je reviens à ce que je disais au début, que, encore une fois, dans l'opinion publique, son champ spécifique d'action n'est pas encore compris. Voilà. Et surtout, elle s'applique à des mesures qui ne sont pas encore existantes. C'est-à-dire, quand on dit il faut s'adapter, on dit il faut s'adapter à des choses qu'on ne connaît pas forcément encore, ou il faut adapter une société, mais qui est une société du futur, c'est-à-dire avec des décideurs politiques qui ne sont peut-être pas les mêmes, avec des mesures de politique ou des mesures sociétales qui vont être différentes. Et du coup, on a beaucoup de mal à rendre la chose tangible. Et du coup, moins c'est tangible, plus c'est difficile à mettre en œuvre. Alors, j'allais dire, heureusement, c'est peut-être pas le bon terme, mais
comme les impacts sont de plus en plus présents, on va parler de la France, puisqu'on est en France, on a eu une sécheresse très importante l'été dernier, il y en a une nouvelle qui se profile et qui vient s'additionner à celle de l'année dernière. Et donc, comme les impacts sont de plus en plus présents, eh bien, on commence à pouvoir mieux s'imaginer ce qui va se passer. À côté de ça, cette prise de conscience, elle est aussi, en tout cas dans le discours, du côté du gouvernement en France, puisqu'on a un ministre de la Transition, Christophe Béchu, qui a dit, la première fois qu'il l'a dit, c'était fin janvier, après il est beaucoup revenu, il a dit il va falloir s'adapter à un réchauffement de plus 4 degrés en France. Donc ça, c'est posé sur la table par un membre du gouvernement. Cette phrase a été très mal perçue par une grande partie de l'opinion, puisque justement, beaucoup de gens ont dit « Ah, mais attention, si on commence à dire qu'on va s'adapter à un réchauffement de 4 degrés, ça veut dire que de toute façon, on accepte que... » Voilà, et qu'on baisse les bras. C'est pas du tout le cas. D'abord, enfin... Je vais prendre la défense de Christophe Béchu sur ce point. Il a tout de suite dit, ça ne veut pas dire qu'on baisse les bras sur la réduction. C'est juste un acte de lucidité. Et d'abord parce que la France n'est pas du tout dans les clous de l'accord de Paris, si je puis dire. Mais quand bien même on y serait, bien, ça ne suffirait pas. Et même si les États-Unis ou la Chine l'étaient, alors pas les deux, mais un des deux, ça ne suffirait pas non plus. Donc il faut vraiment avoir quelque chose de global. Mais donc c'est lucide de se dire que il va falloir se préparer à ça, tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle un réchauffement déjà engagé. Même si on arrivait à réduire drastiquement nos émissions, du fait de la durée de vie des gaz à effet de serre et notamment du CO2 dans l'atmosphère, eh bien, voilà, le réchauffement pourra se stopper d'ici 20 ans dans les meilleurs des cas, mais il ne va pas la température ne va pas se mettre à redescendre. Voilà. D'ailleurs, l'objectif de l'accord de Paris dont tu parlais tout à l'heure, qui était de ne pas dépasser 1,5 à la fin du siècle, on va le dépasser au début des années 2030. Maintenant, c'est officiel. Donc voilà, il faut s'y préparer. Et d'ailleurs, quand il a dit ça, Christophe Béchu, il avait Ronan Dantec à côté de lui. Donc Ronan Dantec, c'est un sénateur socialiste qui a été un des premiers à tirer la sonnette d'alarme en tout cas au Sénat et dans d'autres cercles évidemment, mais il a été l'auteur avec Monsieur Roux d'un rapport sénatorial en 2019 qui s'appelait France, urgence à s'adapter ou quelque chose comme ça. Et donc quand il était là à cette table ronde qui était organisée par I4C, fin janvier, et il a tout de suite dit oui, à Christophe Béchu, il a dit oui, enfin, et en plus, non seulement il faut s'adapter à ça, mais en plus, il faut que le gouvernement s'y mette et dise c'est le seul scénario possible. Bon, c'est pas ce qui se passe. De ce que j'ai compris, mais on attend encore le PNAC 3, on attend encore. Le PNAC 3 va sortir, le Plan national d'adaptation au changement climatique. On va avoir les grandes lignes, je pense, en juin. De ce qui est annoncé aujourd'hui, en tout cas par l'IGEDD. C'est beaucoup d'acronymes. Voilà, bon, j'arrête avec les... Bon, mais en tout cas, c'est que... Enfin, Béchu a dit il y aurait un scénario plus 2 degrés et un scénario plus 4. Mais alors, ça pose aussi, pour moi, ça pose une grosse complexité, le fait d'avoir 2 scénarios, c'est-à-dire de dire on a un objectif 2 degrés et en même temps on doit se préparer à un objectif à une réalité potentielle 4 degrés. En fait, quand on va mettre en place des politiques climatiques, on va les mettre en place pour répondre à un des scénarios, pas aux 2. Ou alors, ça veut dire on peut pas être dans la même ambition avec un scénario à 2 degrés, un scénario à 4 degrés. S'il y a 2 scénarios qui coexistent, comment est-ce que c'est possible ? Tout à fait. Alors après, je ne suis pas, c'est pas moi qui décide
s'il faut un ou deux scénarios. Pour moi, c'est assez incompréhensible. Je suis tout à fait d'accord avec toi et tout à fait alignée avec ce que dit Dantec. Et dans les faits, ça a des conséquences très concrètes. C'est tout simplement, la digue, je la construis pour quelle hauteur de réchauffement ? Donc, quand je délocalise des habitations en raison de la montée du niveau de la mer, je m'éloigne de combien ? De combien ? Voilà. Donc, c'est complexe. Alors, peut-être que ça va être sur une trajectoire temporelle et que je ne sais pas du tout ce que va faire le ministère, mais peut-être qu'il va dire voilà, on se prépare à telle échéance à 2 degrés et après, plus tard, on sait que de toute façon, on arrivera à 4. Et donc, pour certaines infrastructures, certaines décisions, il faut d'ores et déjà se mettre à 4. On parlait d'une digue. On va y revenir sur la maladaptation. La digue, c'est l'archétype de la maladaptation. Ouais. Parfois, il faudra quand même en faire. Donc, peut-être que les digues, comme ça a un coût quand même économique très important, autant la faire tout de suite à la bonne hauteur. Ouais. Ok. Et est-ce que tu sais qui travaille du coup sur ce PNAC, le plan national d'adaptation au changement climatique ? Et s'il sort en juin, est-ce que toi, tu as déjà pu mettre la main sur ce qu'il va contenir ou... Alors, il y a eu un rapport interministériel qui est sorti il y a 1 mois ou 2, qui s'appelait, donc écrit par ce fameux IGEDD. Alors là, tout d'un coup, j'ai plus la signification de l'acronyme, puisque I, ça veut dire, je ne sais plus. Institut. Non, justement, ça ne veut pas dire institut. Inspection générale. Quelque chose comme environnement et développement durable. Bon, bref, c'est un rapport qui a été fait par, donc ça émane du gouvernement, qui était une sorte de benchmark, sauf qu'ils avaient employé le mot français pour benchmark, qui m'échappe là, et ils ont été regarder ce que faisaient plusieurs pays, notamment européens, en termes d'adaptation au changement climatique, et pour s'en inspirer. Éventuellement, oui, parce qu'ils en tiraient quand même des leçons. Donc là, si quelqu'un met la main sur ce rapport, en tout cas, il ressortait que nous, en France, on n'était pas tout à fait au point sur cette question. Et je pense que le PNAC 3 va tirer les leçons de ce benchmark. Tu commençais à me donner des exemples d'adaptation. Ce que je trouvais intéressant, d'ailleurs, avant qu'on parte là-dessus, c'est... ce que j'ai compris de ce que tu me dis, c'est qu'en fait, on ne peut pas créer une adaptation à partir de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, ce qui va arriver dans le futur, le principe de l'adaptation, c'est d'essayer de se caler à des incertitudes dans le futur. Et donc, en fait, que l'objectif, ce ne serait pas de faire les adaptations idéales, mais juste d'éviter des maladaptations. Et donc, plutôt de se diriger dans ce sens-là, plutôt que de se diriger vers quelque chose dont on n'est pas certain. Si je comprends un peu la logique générale. Évidemment qu'on ne sait pas vers quoi on va arriver. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il y a toujours plusieurs scénarios. Le GIEC continue à faire plusieurs scénarios et continue à faire un scénario très bas, ce qui est quand même étonnant, mais bon, très bas, bas, intermédiaire, élevé, très élevé. Je ne rentre pas dans les détails. Mais je dirais que y a le fameux dicton, préparez-vous au pire, comme ça vous ne serez pas déçus. Voilà. Alors au pire, certainement pas au scénario très élevé, parce que maintenant on peut l'écarter, heureusement, mais en tout cas le scénario intermédiaire ou le scénario élevé, voilà. Après on ne sait jamais ce qui peut se passer. On peut avoir plusieurs événements imprévus comme le Covid ou d'autres qui vont faire que on va pouvoir avoir un scénario plus bas. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Adaptation idéale, je voulais rebondir là-dessus. Ouais. Il y a quelque chose qui est très important à comprendre quand on parle d'adaptation au changement climatique, c'est qu'il n'y a pas d'adaptation idéale, il n'y a pas d'adaptation miracle, une solution comme ça sur étagère qu'on puisse appliquer partout en se disant « Waouh, c'est sûr que c'est bon pour au moins plusieurs décennies ». Et il n'y a pas non plus de maladaptation en soi
qu'on ne va jamais mettre dont on peut se dire, non, celle-là, il faut l'écarter de toute façon, parce que même les archétypes de maladaptation, eh bien, il est possible que dans certains cas, alors je vais prendre un cas caricatural, qui est l'acclimatisation. Ouais. L'acclimatisation, quand on demande aux gens qui ont à peu près compris de quoi il s'agissait en parlant d'adaptation, c'est le premier exemple qu'ils citent, la clim. La clim, ça coche toutes les cases de la maladaptation. Puisque d'abord, c'est énergivore, donc dans des pays où le mix électrique est carboné, ça va émettre des gaz à effet de serre et du CO2. Ça réchauffe l'air extérieur, donc ça augmente l'intensité de l'aléa pour tous les gens qui ne bénéficient pas de clim. Et puis de toute façon, pour l'extérieur, il y a une étude qui a montré que si tous les Parisiens mettaient la clim, au bout d'une dizaine de jours de canicule, la température augmenterait de 3 degrés. Et donc ça veut dire consommer encore plus, pouvoir refroidir encore plus, et donc on est sur un cercle vicieux complet. Voilà, donc, et puis donc, pour tous les gens qui n'en ont pas, c'est pas juste et équitable. Ouais. Et puis en plus, les vieilles clims, enfin, et même les rejettent des gaz à effet de serre qui sont extrêmement puissants. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas du tout utiliser de climatisation? Mais absolument pas. Il y a des tas de cas, dans certains services hospitaliers, c'est indispensable d'avoir de la climatisation. Dans des établissements qui accueillent des personnes âgées, c'est indispensable d'avoir de la clim, au moins dans des salles communes, et même dans certaines salles municipales. Si on n'a pas le temps d'isoler une pièce alors qu'on sait qu'il va y avoir une canicule dans quelques mois, dans quelques semaines, évidemment qu'on ne va pas laisser mourir de chaud les gens vulnérables. Ouais, c'est un très très bon exemple de bonne maladaptation ou de bonne adaptation difficilement bien utilisable. Voilà. Et du coup, comment est-ce que tu fais pour... alors là, on le donne dans des situations extrêmes, donc pour les personnes les plus vulnérables. Donc on va reparler un peu de la vulnérabilité, mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour calculer ce risque ou ce danger versus les bénéfices et les co-bénéfices qu'on en tire de ces adaptations potentielles? La difficulté, c'est que ça va être un petit peu décevant comme réponse, mais ça dépend. Voilà, il n'y a pas de règle générale. Ça va vraiment être à chaque cas. Si vraiment on ne peut pas faire autrement, eh bien, on va se tourner vers, entre guillemets, une maladaptation en connaissance de causes et de conséquences, et sachant que dans un climat qui change, elle peut s'avérer, alors pas la clim, mais elle peut s'avérer non durable. Je vais prendre un autre exemple qui a défrayer la chronique, comme on dit, qui sont les méga-bassines. Ouais. Donc les méga-bassines, quand on écoute les scientifiques, je ne vais pas revenir sur la polémique autour du BRGM et tout ça, parce que c'est... Voilà, qui n'avait pas pris en compte le changement climatique dans son étude, eh bien, les méga-bassines, ça coche aussi toutes les cases de la maladaptation. Et pourtant, et notamment parce que ça donne l'illusion d'une disponibilité de l'eau, et donc ça va pas faire diminuer la demande, alors que l'offre, elle, va forcément diminuer. Donc les méga-bassines, eh bien, en plus, ça coûte très cher à faire. Et c'est subventionné à 70% par le financement public. Et puis ça a un coût aussi ça a un coût carbone important. Eh bien, les méga-bassines, dans certains cas, il faut peut-être en faire. Pourquoi ? Mais toujours accompagné de mesures de transformation des pratiques agricoles, ce qui est déjà le cas d'ailleurs, et parce que dans certains cas, alors que je ne peux pas donner comme ça, mais parce que ça va dépendre des écosystèmes, ça va dépendre de la région, ça va dépendre de tout un tas de facteurs, eh bien, on sera obligé, alors peut-être pas de faire une méga-bassine, mais de faire quelque chose pour pallier les sécheresses dans un temps donné, de façon
temporaire. La principale chose dont on doit tenir compte, c'est la trajectoire. Voilà. Dans quelle trajectoire on se place quand on commence à prendre une mesure d'adaptation. Et si on a déjà défini une trajectoire transformative, eh bien, une mesure à la marge, une mesure dont on sait qu'elle n'est pas extraordinaire, est acceptable temporairement, parce que toute mesure transformationnelle, elle prend par définition du temps. Je vais donner un autre exemple, la montée du niveau de la mer. La montée du niveau de la mer, ça va... on sait que la mer va monter pendant des siècles, en raison de l'inertie des océans. Et quand bien même on arriverait à stopper le changement assez rapidement, les émissions, et à stabiliser la température. La mer va monter. Est-ce qu'on peut dire à tout un tas de personnes qui sont... alors, je ne parle pas des résidences secondaires dans les lieux de villégiature très prisés. Non, je parle de gens qui habitent au bord de la mer et ou même d'infrastructures portuaires ou d'industrie. On ne peut pas dire en un claquement de doigts, allez hop, tout le monde déménage. Il va très probablement falloir construire des digues, parce que cette délocalisation d'enjeux stratégiques ou d'habitation ne peut pas se faire du jour au lendemain. Elle va prendre des décennies. Et d'ailleurs, quand on écoute Valérie Masson-Delmotte, quand on la lit, et d'ailleurs elle reprend évidemment en tant que coprésidente du groupe du GIEC ce que dit le GIEC, elle a dit au gouvernement, quand elle est allée voir le gouvernement fin août dernier, elle a dit en termes ce qu'il faut faire pour les littoraux, en France, on est dans une course contre la montre. Ouais. Course contre la montre. Et évidemment, on ne s'en aperçoit pas, à part quelques communes qui sont déjà grignotées, enfin, grignotées pas le bon terme, mais il y a l'érosion plus la montée du niveau de la mer, donc elles sont déjà très exposées et vulnérables. Eh bien, on ne voit actuellement aucune décote immobilière, voire même des maisons qui se vendent de plus en plus cher. On est complètement à côté de la plaque sur ça, quoi. Comment est-ce que tu anticipes du coup toutes ces externalités-là qui peuvent être difficilement concevables par, je sais rien, là tu parles du prix de l'immobilier qui augmente dans une zone à risque, ouais. Parce que probablement que les agents immobiliers ou les acheteurs sont pas forcément bien informés, bien au courant. Comment est-ce que tu anticipes et comment est-ce que tu diffuses ces informations ? Alors la loi, et d'ailleurs depuis le 1er janvier, les gens qui vendent et également, les agents immobiliers sont obligés d'informer le futur acquéreur de ce type de risque. Alors maintenant... Il y a un portail maintenant public qui permet de dire... Ouais. Mais est-ce qu'ils le font ? Est-ce que l'information a ruisselé, si je puis dire, à tous les niveaux, dans toutes les agences immobilières ? Moi, j'en sais rien. Je ne suis pas là pour vérifier, mais... tiens, d'ailleurs, je ne sais pas si ça pourrait être... c'est un point intéressant. Je ne sais pas si un acquéreur peut casser une vente s'il s'aperçoit après que... normalement, le notaire a dû le dire. Alors, il y a plusieurs choses. Je regarde un peu en ce moment et sur Le Bon Coin, effectivement, toutes les ventes qui sont des ventes pro, maintenant, il y a un lien vers ce portail avec les risques. Voilà. Il y a un lien avec, si c'est F ou G en DPE, avec le lien vers l'audit DPE. Ouais. Et alors, il y a le DPE énergétique et le DPE émissions de gaz à effet de serre, donc consommation et émissions. Et c'est assez bien respecté dans l'ensemble, alors que c'est plutôt récent. Oui, mais là, tu me parles du DPE énergétique. Oui, mais du coup, il y a aussi cette analyse de risque. D'accord, ok. Parce qu'il y a aussi l'histoire du retrait-gonflement d'argile. Hein. C'est quoi ça ? Le retrait-gonflement d'argile, de son petit nom RGA. Alors, qu'est-ce que c'est ? La moitié des habitations en France sont soumises à ce risque, donc, qui est que quand on a construit une habitation sur un terrain argileux, ouais. Suite à des sécheresses chroniques et cumulées, voilà, l'argile se rétracte.
Et quand il pleut, l'argile se met à gonfler. Et plus il s'est rétracté et plus il gonfle, plus les fondations de la maison sont mises à mal. Et donc, on voit apparaître sur les murs des habitations des énormes fissures qui font que ça va jusqu'au fait que la maison ne soit plus habitable. Aujourd'hui, chez les particuliers, ce risque est devenu le principal risque pour lequel les particuliers se tournent vers les assurances devant les inondations. Okay. Et là, pour le coup, une mesure d'adaptation, ce serait quoi là-dessus ? Alors, il y a des mesures d'adaptation assez faciles à faire, qui sont... ce qu'il ne faut pas, c'est que soit accentuée la différence d'hygrométrie, je crois que c'est le terme, autour de la maison. Par exemple, si tu as un arbre, il faut le couper. Pourquoi ? Parce que l'arbre, il va pomper l'eau autour de ta maison, et donc il va accentuer la sécheresse. Ok. Tu peux aussi faire autour de ta maison une margelle d'environ 1 mètre de large qui fait que tes murs seront, le tour de ta maison. Voilà. Non. Le terme m'échappe. Enfin bon, bref. Un drain. Voilà. Non. En fait, il faut artificialiser sur une largeur de 1 mètre tout le pourtour de ta maison. Okay. Pour pas qu'il y ait d'eau qui rentre le long de ton mur et qui accentue le phénomène. Après, une vraie adaptation à ça, déjà, la première que je viens de dire, c'est-à-dire couper les arbres, c'est assez spécial. C'est contre-intuitif parce que, c'est mauvais pour la biodiversité. 2, un arbre te fait de la fraîcheur l'été. Donc, on voit que parfois, on a des mesures qui vont venir un peu choquer d'autres enjeux. La vraie adaptation, c'est pour les maisons déjà construites, de reprendre les fondations. Donc, ça coûte très, 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 très cher. Et pour les maisons à construire, de ne pas se mettre sur des sols argileux. Voilà. C'est quoi les critères d'un bon projet ou d'une bonne politique d'adaptation ? Alors, je suis un peu pénible, mais je vais redire, il n'y a pas de critères dans l'absolu en soi. Mais sinon, la première chose qu'on doit voir, et là, c'est ce que dit le GIEC, c'est que la réponse au risque n'augmente pas le risque. Alors, il va falloir que tu m'explicites ça. Ouais. Et ça... Pour le GIEC, c'est une mesure qui n'est pas efficace. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une réponse au risque qui augmente le risque ? La clim, par exemple, est une réponse au risque qui augmente le risque. Elle le déplace sur d'autres personnes, elle le déplace dans le temps, puisqu'elle émet des gaz à effet de serre, ou en tout cas si elle est énergivore dans un mix non carboné. Et puis, elle le déplace immédiatement, puisqu'elle réchauffe l'air extérieur. Donc, c'est une réponse au risque qui augmente le risque. Je vais prendre un autre exemple, la digue. Ouais. Donc la digue, dans un climat qui change, si un jour il y a une surverse de la digue ou si la digue pète à cause d'une trop forte pression, elle va avoir des impacts beaucoup plus importants que si on avait assisté à une montée progressive du niveau de la mer. D'accord. Voilà. En plus, la digue, elle crée un faux sentiment de sécurité qui fait qu'une fois que la digue est construite, il y a des maisons qui vont se construire derrière la digue, se croyant protégées, et en plus, on oublie le danger, et donc on ne se prépare pas. Voilà. Donc, pour le GIEC, c'est une réponse au risque qui augmente le risque. Elle augmente l'aléa, l'exposition et la vulnérabilité. Et en plus, elle accentue l'érosion des côtes voisines. Donc, pour les gens qui n'ont pas pu construire de digue à côté, elle déplace le risque sur d'autres groupes de personnes. Parce que, du coup, l'eau ne pouvant pas monter à un endroit, elle monte à un autre ou... Oui, non, ça modifie les courants. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un critère.
Il y a un autre critère qui est de regarder ce que ça fait sur la biodiversité, sur les écosystèmes. Puisque toute mesure d'adaptation qui vient contribuer à aggraver la destruction de la biodiversité peut être considérée comme une maladaptation, puisqu'on va évidemment avoir besoin des écosystèmes pour s'adapter. Évidemment, par exemple, s'il n'y a plus d'arbres, ça va être compliqué, puisqu'ils captent un quart des émissions de CO2. Un autre critère qui est qu'est-ce que ça fait sur la santé et le bien-être des humains, qu'est-ce que ça fait sur les autres limites planétaires, parce que il y a 9 limites planétaires, il n'y a pas que le climat et la biodiversité. Et enfin, je dirais last but not least, très 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 important, et qui prend beaucoup d'importance dans le dernier rapport du GIEC, le critère justice et équité. Ouais. Voilà. Donc, qui est celui qu'on utilise là pour l'exemple de la digue, ceux qui ne peuvent pas, ou pour l'exemple des clims, ceux qui ne peuvent pas s'en fournir. Ou... Voilà, mais qu'on peut regarder absolument partout. Ouais. Il faut que ce critère soit... Je lisais tout à l'heure une étude qui vient de sortir dans un journal scientifique et qui regardait la chaleur, la répartition de la température à Los Angeles. Et qui a comparé les quartiers dits riches aux quartiers dits pauvres. Et évidemment, sans surprise, mais c'est bien d'avoir une étude scientifique qui le dit, il fait nettement plus chaud dans les quartiers pauvres parce que la raison est très simple, il y a moins d'arbres. Donc si on a une mesure d'adaptation pour végétaliser les villes, qui en général est une mesure d'adaptation qui va cocher à peu près toutes les cases, ouais. À condition de ne pas mettre une seule espèce, de mettre une espèce qui corresponde au climat, une espèce qui ne demande pas beaucoup d'eau et qui n'est pas allergène, donc il y a quand même quelques critères à respecter, mais a priori, on est bon, eh bien, il faut le faire de façon juste et équitable. Donc si on le fait juste de façon juste, on va mettre la même quantité d'arbres dans tous les quartiers. Et si on le fait de façon équitable, eh bien, on va en mettre plus dans les quartiers où il n'y en a pas que dans les quartiers où il y en a déjà. Okay. Est-ce que là, on vient de faire un peu le grand plan des ateliers du changement climatique, de l'adaptation, pardon ? Oui, à peu près. Ok, hyper intéressant. Et puis, je sens qu'en plus, c'est la partie sur laquelle c'est très actionnable, en fait, très compréhensible pour nous qui t'écoutons, tu vois. Ouais. Donc, est-ce qu'on a des exemples peut-être de maladaptation un peu flagrante, historique, qu'on aurait fait à grande échelle, parce que du coup, on peut parler d'adaptation à des échelles locales, régionales, nationales ou même mondiales. Est-ce que du coup, on a des exemples d'adaptation sur lesquelles on est revenu en disant ah ouais non en fait mauvaise idée, si on enlève les climatisations dans les stades qataris. Je ne sais pas si on en est encore là déjà à se dire ah oui, en dehors des scientifiques. C'est vrai que tu disais qu'il n'y avait pas de maladaptation complète, ça n'existait pas. Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a il y a sûrement des villes qui sont là comme ça, j'ai pas d'exemple en tête où on se soit dit tiens, mauvaise idée. C'est une bonne nouvelle. Ouais. D'un côté. Non, mais il y en a sûrement donc. Je vais mettre ça dans un coin de ma tête. Ok. Écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé que tu aurais aimé mentionner ou pas ? Des exemples en plus qui t'ont marqué ces dernières semaines ? Des exemples, il y en a en permanence. Enfin, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que on ne lit pas encore les choses sous l'angle de l'adaptation. Donc, on voit tous les jours dans la presse des tas d'exemples de secteurs qui commencent à subir les impacts du changement climatique. Moi, je pense à ce maire d'une région, du maire d'une commune qui interdit l'accès à la nappe phréatique à une usine Coca-Cola Est-ce que ça, c'est une mesure d'adaptation ? Parce que on pouvait pas avoir suffisamment d'eau et pour produire du Coca-Cola et pour alimenter les foyers. Est-ce que c'est une mesure d'adaptation ? Alors, c'est le maire de Grigny. En l'occurrence,
la vie, de ce que j'ai compris, ne s'alimente pas dans cette nappe phréatique hyper profonde. Et l'argument du maire, c'est de dire, non, en fait, c'est juste que c'est pas bien d'aller pomper dans des nappes phréatiques profondes et de saper les ressources naturelles de la planète. Par principe, c'est un modèle qui est complètement dépassé, et donc je souhaite faire... Donc un peu précurseur, mais... Voilà. Mais c'est sûr que lui, il anticipe, ce maire. Mais pour Coca-Cola va devoir s'adapter à ça. Ouais. Et c'est ça qui est fou, c'est que aujourd'hui, et Coca-Cola, mais on voit en France, si on reste en France, des tas d'eau minérale qui sont, puisqu'on est dans le domaine de la bouteille en plastique, d'eau minérale qui doivent réduire le pompage dans les nappes phréatiques parce que les communes le demandent, ou les citoyens, ou voilà. Et est-ce qu'elles ont anticipé ça pour ce secteur d'activité? Je dirais qu'il est temps de voir comment est-ce qu'elles vont pouvoir s'adapter à cette nouvelle donne. Mais il y a plein d'autres exemples. Autre exemple que je lisais dans la presse il n'y a pas longtemps, c'est caricatural aussi, c'est les stations de lavage d'eau des voitures. Ouais. Voilà, qui ont dû fermer l'année dernière et qui disent, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Il n'y a qu'un tout petit pourcentage de ces stations qui ont le droit de fonctionner parce qu'elles recyclent l'eau. Mais le temps que toutes les stations de lavage s'équipent d'un système de recyclage de l'eau, ça ne sera pas avant 10 ans. Et la question, c'est, est-ce qu'on a vraiment besoin de laver nos voitures? Ouais. Bon. Écoute, c'est une très belle conclusion. Est-ce qu'il faut vraiment laver nos voitures? Non, mais très, 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 très intéressant, et je pense qu'on va avoir pas mal de questions sur cet épisode. Donc, vous pouvez les poser sur Spotify, vous pouvez les poser sur les réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer des messages sur LinkedIn pour ceux qui aiment bien poser des questions. On répond à tout, et puis s'il y en a pour lesquels j'ai pas de réponse, je les poserai à Juliette pour vous. N'hésitez pas à faire un tour sur le site des ateliers d'adaptation au changement climatique. ADAC, de leur petit nom. ADAC. C'est ADAC.fr du coup? Non, c'est les ateliers de l'adaptation au changement climatique. Sur mon LinkedIn, il y a un accès. On peut y aller. Nickel. Sur le LinkedIn de Juliette Nouel qui sera en description de l'épisode. Merci, si vous êtes encore là, vous êtes notre auditeur préféré. Et du coup, je vous invite à aller laisser des petites étoiles sur votre plateforme ou à laisser un commentaire, ça nous fait plaisir et en plus ça nous aide à progresser. Merci beaucoup, et puis à la semaine prochaine, on sera avec Pierre-Ambroise Boss, le champion du monde 2017 de 800 mètres. Vous allez comprendre pourquoi. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.